Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Bionic, une gamme de produits certifiés biologiques. Issus notamment de la récupération des résidus marins des pêcheries de la Côte-Nord, la gamme Bionic propose des engrais 100% naturels, des algues marines liquides et un compost forestier et marin. Les engrais bioniques conviennent aussi bien pour les fruits, les légumes, les fines herbes que les fleurs annuelles, ainsi que les plantes d'intérieur. Produite à 100% au Québec, la gamme Bionic assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Salut tout le monde, heureux de vous retrouver, heureux et heureuse. Bonjour Bertrand Dumont. Bonjour Janine. Bertrand, on va naviguer entre les techniques culturelles d'hier, culturales, Oui, culturel, mais d'hier, peut-être culturel aussi un peu. peut-être, et la modernité, en accentuant l'approche plus naturelle pour se projeter dans le futur. Ok, oh là là, quel envolée beaucoup, hein? lyrique. quel Alors de envolée quoi on lyrique. parle aujourd'hui, au On fait? parle de permaculture, de paysages nourriciers, de forêts-jardins, de jardins biodynamiques et de jardiner avec la lune. J'adore ça. J'espère que les gens qui nous écoutent aussi. On va surtout essayer de vous démêler de tout ça parce que c'est un peu ça paraît un peu compliqué, ça part dans tous les sens, là. Mais on va vous donner un peu les bonnes informations de base. Bon, alors point de départ pour ceux qui sont pas peureux et ceux qui sont curieux, c'est quoi la permaculture? Alors, c'est un processus de design, OK, supporté par quelques pratiques de jardinage. C'est pas des pratiques de jardinage, la permaculture. C'est pas un ensemble de règles précises et de pratiques culturelles et maraîchères. C'est pas ça la permaculture. C'est pas ça. C'est vraiment un processus de design. Alors, c'est quoi les idées? Bon, les idées de base de la permaculture. Le concept de base est assez simple. Ça tient en 3 mots. Observation, compréhension, rétroaction. Fait que ça veut dire les yeux. C'est ça. Tu On regardes. observe, on comprend, on agit et on est continuellement en rétroaction. On se pose continuellement la question de ce qu'on a fait, de ce qu'on va faire. Bon, rétroaction, ça veut dire que ce que tu as fait te livre une information que tu peux C'est corriger. ça. C'est un apprentissage continu. On va dire ça autrement. Ah, j'aime ça. Ça, je Oh, sais que mais t'aimes ça, tout le l'apprentissage monde. continu. Ça, je sais que t'aimes ça, l'apprentissage continu. Non, mais on parle beaucoup de rétroaction. Beaucoup Ah actuellement. ouais, ah mais ouais. c'est quoi au fait? C'est regarder ce que tu as fait. Puis si vous savez pas corriger. trop ce que c'est que la rétroaction, dites-vous que c'est du feedback. C'est la même chose. Bon. Ouais. Ouais, c'est pareil. Alors, de façon concrète et sans partir dans toutes les directions, ça apporte quoi de plus la permaculture, cher Bertrand? Ben, ça se traduit au jardin par plus de biodiversité. C'est pas Donc, moins de inintéressant. monoculture, plus de biodiversité. On va favoriser les interactions, puis on va favoriser dans le sens où on va les aider quand elles sont naturelles, puis on va essayer d'en faire s'il faut. On va partager équitablement les récoltes. Hein. C'est très important en permaculture, le partage. Ça peut être la récolte d'informations ou la récolte de produits. On va respecter la santé du sol et des humains. Donc, on va s'éloigner un peu des produits non naturels. Mais, ou par exemple, des cultivateurs, des maraîchers sont obligés de se couvrir puis de mettre des produits ça. quand ils font de C'est ça, l'épandage. c'est ça. Là. Alors, tu considères l'humain C'est ça. dans le travail de la terre. C'est ça. Puis on sait que sur les pesticides, il y a beaucoup de travail qui a été fait avec la maladie de Parkinson chez les agriculteurs Oui. français. Et on a déclaré que les pesticides étaient donc dangereux pour la santé à partir de ces données-là. Et donc, l'utilisation optimale des ressources, donc plusieurs utilités pour une même plante. Ben tiens donc, par exemple, des plantes qui se rendent utiles les unes aux Je vais autres. vous donner un petit exemple qui date d'il y a 5000 ans. OK? Donc, la permaculture n'est pas tout à fait nouvelle. Alors, tournons-nous vers le passé pour nous instruire. C'est ce qu'on appelle les 3 sœurs, les fameuses 3 sœurs. Donc, maïs ou tournesol, haricots et courges. OK? Donc, c'est d'origine maya. Et puis, les Incas l'ont repris, puis les Iroquois l'ont fait monter plus au nord. Chacun produit des légumes, ce qui est sa première fonction. Mais, ils ont chacun une autre fonction. Le maïs sert de support aux haricots. Les haricots fournissent de l'azote par leurs racines et au maïs et aux courges. Et les courges recouvrent le sol et gardent l'humidité.
Fait qu'ils Donc, il y a travaillent deux tout fonctions chacune. OK? C'est pas juste... C'est ça la permaculture. C'est pas de dire, je cultive des maïs, je cultive à côté des haricots, puis je cultive des courges. Je mets tout ça ensemble, puis ça, c'est une forme de compagnonnage. Je mets tout ça ensemble, puis tout ça ensemble va faire que la fonction du maïs, qui est de produire des épis, je vais aussi m'en servir comme tuteur pour mes haricots. Ouais. Il fallait y penser. Donc, C'était simple, mais c'est c'est du ça. compagnonnage et de la permaculture bien avant l'heure. Bien avant l'heure, c'est ça. Alors, le passé nous enseigne des choses le temps. aujourd'hui, puis il faut y revenir. Tout le temps. Il faut le revenir, il faut le re-questionner, il faut faire une rétroaction, Ah oui, il faut y réfléchir, puis il faut l'adapter à nos conditions. c'est ça. Puis avec les connaissances actuelles Ouais. aussi, parce que ça peut se fusionner. Je dirais que c'est un peu ça la permaculture. Bon. Alors, c'est difficile, en fait. Ben, tu dis ça, mais c'est difficile de définir la permaculture aujourd'hui. Pourquoi c'est si difficile? Parce que tu as consulté plusieurs sources. Plusieurs, Oui, oui. je sais. Oui. Et pourquoi c'est si difficile? Alors, la permaculture historique, ce que j'appellerais, OK? Elle a été définie dans les années 70 par deux Australiens qui s'appellent Bill Mollison et David Holmgren. Si vous tombez un jour sur les livres de Mollison et Holmgren, c'est assez marrant parce qu'en plus de ça, ils vous parlent des problèmes avec les opossums, ils vous parlent des problèmes des feux de forêt, ils vous parlent des problèmes des feux de broussailles parce que c'est fait en Australie. Donc, c'est vraiment pour les Australiens, là. Mais les principes restent les mêmes. Les principes sont reconnus mondialement. Mais tu sais quoi? Avec les feux et les incendies massifs qu'on a ces dernières années sur la côte ouest américaine et canadienne, c'est pareil. il y a peut-être des choses qui pourront se transporter, hein? Puis ils sont partis d'un certain nombre de paradigmes de base. Le seul sur lequel ils se sont un petit peu trompés, c'est la disparition des hydrocarbures dans les années 80. Ouais. On est en 2020, il y en a encore. Donc c'est peut-être le seul petit bout là. Puis au cours des décennies, donc les gens ont essayé avec plus ou moins de succès, de bonifier l'approche. Mais surtout de la codifier. C'est-à-dire qu'il l'a codifié assez bien, mais on a voulu aller plus loin, on l'a fait, puis ça a rendu tout ça très complexe. Et là, on y a mis des pratiques, et dans les pratiques, dans les livres d'Holmgren, il n'y a pas de pratique, c'est vraiment du design, OK? C'est vraiment comment concevoir ton jardin. Et je te dirais que c'est un phénomène, c'est surtout de l'attitude. Quelle attitude tu vas avoir par rapport à ton jardin? Comment tu vas aborder ton jardin? Peut-être plus en écologiste qu'en agronome, je dirais. Donc, respecter la nature plutôt que d'essayer de la contraindre. Voilà, ça augure bien. Alors, ça fait... En fait, comment ça se fait que c'est devenu comme ça, si complexe, quand ils ont voulu commencer à le codifier? Pourquoi? Parce qu'on a ajouté des techniques culturales, donc on s'est éloigné des principes de la permaculture originale. Okay? C'était du design, puis on a voulu, dans le design, rajouter des techniques culturelles, puis on a un petit peu perdu l'idée de la permaculture. Par exemple, je vais vous donner un exemple, les buttes, les fameuses buttes de culture dont tout le monde parle en permaculture. Ben, il y en a jamais. Bill Mollison puis David Holmgren n'en ont jamais parlé. Ça n'existe pas. Dans le livre, ils n'en parlent pas. Elles ont été... puis la fameuse butte avec des branches, là, oui. Les buttes autofertiles ou Hugel culture, ben, ça a été conceptualisé en les années 2000, 30 ans plus tard, les principes de la permaculture, dans des conditions très particulières de quelqu'un qui voulait faire ça dans le bois et ainsi de suite. Et David Holmgren, vous ne l'aurez jamais conseillé parce que Sepp Holzer, qui va créer ces fameuses buttes autofertiles, va le faire parce qu'il est dans un boisé, puis dans un boisé, il n'y a pas de sol, puis qu'il n'y a pas de sol, il n'y a pas de matière organique, et il va créer de la matière organique avec les branches. Aller prendre des branches à l'extérieur de son terrain pour construire une butte d'autofertile, c'est contre la permaculture. Mais c'est ça, parce que tu vas chercher tes affaires plus loin qu'où ça devrait être. Tu devrais être un circuit fermé le plus possible. Alors, il y a certainement une utilité, par exemple, aux fameuses buttes, parce qu'on les fait. Oui. Même si c'est récent, les gens pensent permaculture. Mais c'est pas récent. C'est pas récent. Alors, vas-y, explique-nous ça. Il y avait déjà des buttes de maraîchage au Moyen-Âge. Et aussi très utilisé en Angleterre au 19e siècle. Okay? Il y a des raisons pour ça. Oui, la raison, c'est que en terrain humide ou inculte, ben, c'est intéressant parce qu'on relève le sol quand il y a pas de sol. Il y a des endroits où la roche est à fleur, on a peut-être 3-4 cm de sol. Donc, de faire une butte pour cultiver, c'est un peu une culture hors sol à ce moment-là, dans les endroits qui sont incultes. OK? Et donc, ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on a pris la butte dans ces endroits-là, puis on en a fait une planche, qui est une butte plate en réalité. Oui. Légèrement surélevée, elle est plate. Plus facile à travailler, c'est moins compliqué.
vous irez écouter notre balado sur les planches, le cultiver à la planche, donc qui parle justement des différences entre les buttes et les planches. Mais quand il s'agit de régénérer, par exemple, des terres qui ont été hyper fertilisées, qui ont été appauvries par ça, parce que, bon, on pourrait s'en inspirer. Ça peut être une solution, oui, ça peut être une solution. Alors, est-ce qu'on peut trouver une définition simple de la permaculture aujourd'hui encore? C'est laborieux. Moi, je pense que je suis rendu à mon 12e livre sur la permaculture, puis je n'ai pas encore trouvé tout à fait. Mais il faut revenir aux idées ouvertes et bienveillantes de ces concepteurs. Ça, pour moi, c'est important, la permaculture. Je vais vous en donner une définition, celle de l'horticulture Wayne Roland, l'horticulture québécois, que j'aime beaucoup. Pas l'horticulteur, la définition. Oui. Je le connais, il est très gentil, là, mais je ne suis pas en amour avec ce que je voulais dire. Wayne Roland. Donc, Wayne Roland. Donc, la permaculture est un processus de design écologique itératif. Attention, permet l'amélioration continue du concept de ces solutions proposées pour un projet donné à mesure que l'on reçoit de la rétroaction. Okay. Bon. Donc, itératif, Bertrand. Itératif, ça veut dire qu'on apprend constamment. Par couche. Par couche. On ajoute par-dessus. Okay. Donc, processus de design écologique itératif, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une expérience, on recherche, on remet cette expérience-là sur notre couche de connaissances, qui permet l'amélioration continue du concept et de ses solutions, proposées dans un projet donné. Donc, la permaculture, il n'y a pas de recette, c'est un concept de design. Donc, chaque projet est différent à mesure que l'on reçoit de la rétroaction. Donc, on est toujours en observation, mise en place, rétroaction, observation, compréhension, mise en place, rétroaction. C'est ça la permaculture. C'est ce processus-là. Et non pas de dire, je vais planter dans une butte, je vais planter à telle grandeur, je vais planter à ceci. Ça, c'est autre chose. Alors, c'est évolutif. On pourrait dire que la permaculture, c'est très évolutif. Même si ça date d'il y a très longtemps. C'est-à-dire que depuis 1970, on l'a théorisé, mais ils ont pris des morceaux qui existaient d'avance et qui étaient utilisés d'avance, qu'ils ont remis ensemble. Alors, la différence que tu ferais entre un potager traditionnel puis un potager qu'on travaille en permaculture? Alors, un potager traditionnel, c'est de produire des plantes comestibles le plus efficacement possible, quitte à prendre quelques détours par rapport à la nature. Et je tends un petit sourire cynique. Tu en as un, comme par exemple le retournement du sol ou l'éradication des mauvaises herbes. OK? C'est produire, des productions se fait sur des recettes proposées par des experts. OK? C'est ça le jardinage, là. Tout le monde est là. Comment est-ce que tu fais? La permaculture, c'est jardiner en s'inspirant de la nature. Plus de retournement de sol et les herbes indésirables deviennent des alliés. Donc, la mauvaise herbe n'existe plus dans la permaculture. C'est un concept intéressant. Puis tu ne touches pas du tout à ton sol, tu le bouges presque pas. C'est ça. Observation et rétroaction du jardinier vis-à-vis de son environnement et seul à prendre ses décisions. Donc, la permaculture, votre terrain, il est original, il est particulier, il a des condicérations. Et c'est ça que fait la permaculture dans le design, c'est qu'elle va chercher à optimiser tous les éléments qui font votre terrain et d'apporter des réponses, le minimum de réponses possible pour obtenir l'optimum de trucs. On n'est pas dans le maximum, mais on est dans l'optimum. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur du court terme. Je veux beaucoup de tomates maintenant, mais je me fous un peu ce qui va m'arriver dans 4 ou 5 ans. Je veux beaucoup de tomates aujourd'hui, mais je veux m'assurer que mes enfants et mes petits-enfants vont avoir aussi des tomates. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionic, la gamme des engrais 100% naturels, propose Bionic compost marin et forestier. Ce compost, fait à la fois de carapaces de crustacés et de résidus d'écorce, est aussi vermicomposté, une véritable économie circulaire. Bionic compost marin et forestier a une bonne teneur en humus. Il est plus riche en éléments minéraux assimilables et son activité microbienne est très élevée. Ce compost stimule la croissance des végétaux, de la germination à la production des feuilles et de fruits. Bionic compost marin et forestier, distribué par Gloco, est en vente dans les centres de jardin. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, on parle de... Oh, j'aime tellement le terme.
les paysages nourriciers. Hein? C'est quoi un paysage nourricier? On s'en doute un peu, mais ta vision de l'affaire. On l'appelle aussi paysage gourmand. Et c'est la fameuse notion de foodscaping. On a un mot que je trouve paysage nourricier, je trouve mieux que foodscaping. Mais oui, franchement. Qui vient de food et de landscaping. Là. Oui. Donc, ça allie les plantes comestibles et les plantes ornementales. OK? Donc, on met tout ça ensemble dans la même plate-bande. Là. On ne fait plus de distinction entre ce qui est ornemental et ce qui est nourricier. Fait que tu n'as plus le potager strictement dit, mais c'est mêlé. C'est très facile à mettre en place, tout simplement. On remplace des plantes éphémères florales par des plantes comestibles. Ça peut être aussi des plantes herbacées là, qu'on veut. Donc, on enlève 3 stas parce qu'on en a plein puis qu'on trouve qu'on en a trop. On remplace ça par les tomates, on remplace ça par du basilic, on remplace ça par ainsi de suite. C'est facile à réaliser. C'est difficile à réaliser pour faire une création esthétique. Oui, c'est ça. C'est un peu compliqué, là, parce que là, les tomates à travers les hémérocales, c'est pas toujours évident, là, ça casse un peu l'œil, là, puis on n'est peut-être pas tellement habitué non plus, là. Donc, c'est un peu... Mais si tu joues avec tes couleurs, je fais une parenthèse, tu joues avec tes couleurs, des belles fleurs rouges, puis tu vas mettre des tomates dans ce secteur-là. Tu arrives avec ton impact visuel, pareil. C'est ça. Bon, et tu nourris. On va des bêtes à cartes, des betteraves. Il y a toutes sortes de plantes qui sont intéressantes, même des haricots avec des feuillages colorés. Donc, c'est d'intégrer toutes ces choses-là. La seule chose, parce qu'on explore un peu ça depuis plusieurs années ici, Bertrand, c'est qu'il ne faut pas que tu oublies que tu as planté des tomates à tel endroit. Oui. C'est juste ça le problème. Les tomates, ça va parce que c'est assez haut, mais c'est quand tu as mis tes petites plantes là, que tu as oubliées, là, oui. Oui, on en c'est pour les oublie récoltes, des fois. il faut que tu te promènes dans ton jardin au complet pour faire les récoltes. Oui. Alors, comment on obtient des résultats quand même qui sont intéressants? Parce que tu dis, on vise pas productivité, on vise à long terme, mais quand même, il faut des résultats intéressants. Il faut soigneusement planifier l'aménagement. Ça paraît, on peut remplacer, mais il faut faire un peu de planification pour être sûr. Il faut prendre conscience qu'après les récoltes, les espaces libres sont inesthétiques. Si, par exemple, vous faites des laitues, au bout de quelques semaines, les laitues, il y a un trou. Donc, il faut prévoir une manière de les remplir, soit avec des plantes comestibles à maturité rapide, soit avec des annuelles. Là, oui. Mais une fois que vous avez passé, les laitues, par exemple, vous replantez des laitues, vous ressemez des laitues, et ainsi de suite. Oui. Okay? Donc, ça demande un petit peu plus de travail parce que si, vous, par exemple, vous avez un trou, vous avez des laitues, puis vous ressemez une autre plante, là, vous avez des betteraves ou d'autres plantes, puis vous remettez d'autres choses, il va falloir prévoir d'aller l'arroser au moment du semis, et ainsi de suite. Hein? Ça demande un petit peu plus d'organisation. Donc, on se fait aller la cocologie du maraîcher. C'est ça. C'est bon, j'aime ça. Maintenant, la forêt-jardin ou la forêt nourricière, ça, là, ça commence à allumer beaucoup de jeunes. Oui. Donc, la forêt-jardin ou forêt nourricière, là encore, on ne s'entend pas sur le terme. C'est un espace aménagé pour produire des fruits, des baies, des légumes, des plantes aromatiques, médicinales et des champignons. Donc, c'est vraiment le concept de la forêt, sauf que c'est une forêt qu'on va créer par nous-mêmes. Okay? L'horticulteur va la créer lui-même. Là. C'est un système durable, autonome, résilient, productif, qui a recours à aucune énergie fossile, sans besoin en eau ni fertilisant. C'est-à-dire qu'on va créer un écosystème qui va fonctionner tout seul. Quand je dis sans énergie fossile et sans eau, à part peut-être la première et deuxième année où il va falloir travailler un petit peu, mais une fois qu'on va l'avoir installé, là, on va laisser tout ça se construire par lui-même. On va laisser la forêt. Donc, au début de la forêt, on va peut-être avoir des plantes de plein soleil parce que les arbres ne sont pas poussés. Puis, au fur et à mesure, peut-être pas beaucoup de champignons, puis au fur et à mesure où ça va pousser, les plantes vont grandir, les arbres vont grandir et on va se retrouver avec des plantes plus de sous-bois, des plantes de lumière à l'extérieur, puis plus de champignons. Puis donc, champignons. C'est une forêt qui va être faisable. Mais le concept, le concept, là, il est magnifique. Oui. Même sur des plus petits terrains, tu fais une belle diversité. Et autrefois, des vieux livres là, de W.H. Perron, toutes les fermes avaient leur verger, ils avaient des arbres. C'est ça, c'est plus que le verger maraîcher. C'est plus que le verger maraîcher. C'est vraiment le concept de la forêt qu'on va créer, mais qui est productif. Mais sur un petit terrain, c'est faisable, mais c'est plus difficile sur un grand plus difficile sur un petit terrain et plus facile sur un grand terrain. Mais tu vois, si je reviens là, à l'époque, il y en a encore qui font ça aujourd'hui. Ils avaient un petit boisier. C'est ça. C'est très riche, un petit boisier. Bon, il y a des arbres qui vont produire des noix, mais non seulement ça, ils nettoyaient leur forêt, puis c'était leur bois de chauffage. Oui, mais là t'es dans la... C'est pas tout à fait dans la forêt-jardin. La forêt-jardin, c'est une forêt qui est plantée. Et effectivement, cette forêt-jardin va bien sûr te produire de quoi manger, des forêts nourricières, mais aussi du bois de chauffage, mais aussi du petit bois, mais aussi des feuilles, mais aussi...
finalement, on crée un écosystème, puis après ça, on le laisse un petit peu aller, on intervient le moins possible. C'est presque... Mais j'avoue que aujourd'hui, là, si je refaisais mon jardin, je ferais une forêt nourricière à la place de ce que j'ai aujourd'hui. Ah oui, oui. Ah oui. Ouais. Des arbres fruitiers, des arbres à noix. Exactement. Puis les jeunes, on parlait de ça avec des gens du bas du fleuve, ils sont emballés par ça. Oui. Ils sont emballés parce que tu as des grands terrains. Puis pourquoi entretenir ça? Mais non, mais tu fais comme tu dis, une forêt-jardin. Là, vous rangez la tondeuse pour un petit bout. Oui. Alors, comment mettre ça en place, là, la forêt nourricière? Bon, il faut créer une véritable... Il faut se dire qu'on va créer une forêt, OK? Donc, dans une forêt, il y a 7 strates. Il y a les grands arbres, les arbres nains, les grands arbustes, les buissons ou petits arbustes, les plantes herbacées, les plantes à racines profondes, les plantes couvre-sol, puis les plantes grimpantes. Et en général, on va utiliser des plantes comestibles dans tout ça. C'est là où la différence entre une forêt ordinaire et une forêt-jardin, c'est qu'au lieu de prendre des arbres n'importe lesquels ou puis les planter, on va prendre des noyers, on va prendre des arbres à fruits, on va prendre des légumes permanents, des légumes qui ont des racines profondes là, pour aller casser le sol. Donc, c'est ça qu'on va faire. Là. On va utiliser... On peut mettre les premières années, on va mettre quelques légumes éphémères, là, quelques légumes annuels, mais on va rapidement tomber dans des légumes ou des plantes où, au lieu de mettre du basilic, on va mettre des plantes vivaces, des plantes vivaces. Là. Donc, à ce moment-là, c'est comme ça qu'on va faire. Je trouve ça emballant. Fait que tu fais ta forêt-jardin ou ta forêt nourricière en fond de cours quand tu as un grand terrain, tu as ce bonheur-là. Puis en avant, tu vas faire ton potager de permaculture. Puis de... C'est ça. Puis, une fois, c'est tout petit, puis c'est parfait. On va tout laisser les feuilles tomber au sol puis se régénérer. Là. On ne va jamais récolter les feuilles, on va tout laisser ça. Puis une partie des mauvaises herbes. Les premières années, on va contrôler un peu les supposées mauvaises herbes pour qu'il n'y ait pas trop de compétition, mais très rapidement, on va arrêter parce que les mauvaises herbes vont aussi fournir de la matière organique, notamment par leurs racines et par leurs tiges. Alors, principal avantage, on se doute, là, mais de la forêt nourricière. Passer la phase d'implantation, et ça peut prendre 2-3 ans, là, c'est une relative autonomie. On n'a presque pas à s'en occuper, sinon, une fois par année, un peu pour faire du ménage, après l'hiver, une fois de temps en temps, et puis les récolter quand il y a des récoltes. Et c'est à peu près tout. Ouais. Donc, ton travail de récolte, qui n'est pas très important les premières années, donc tu fais graduellement. C'est ça. Puis 10 ans plus tard, là, tu commences à avoir des belles récoltes. Tu as des petites interventions les premières années. Là, tu t'aperçois qu'il y a un arbre qui va gêner un autre. Tu peux le déplacer, tu peux un peu, mais tu laisses un peu se construire par lui-même. Là. Quel beau concept. Oui. Alors, bon, on va regarder aussi les inconvénients de la forêt nourricière. Je vois pas, là, mais ça doit exister. Il y en a 2. C'est difficile à concevoir au départ. Le bon choix de plantes, c'est ça? Bon choix de plantes, puis comprendre l'écosystème. Et on manque de données sur ce nouveau concept-là. Il y a quelques livres qui existent, là. C'est beaucoup des livres européens. Sur le Québec, on commence à travailler ça. Mais on n'a pas d'expérience, on n'a pas de recul parce qu'on crée quelque chose qui prend 10 ou 15 ans avant de devenir vraiment productif. Et donc, on n'a pas tout à fait tout le recul nécessaire pour arriver à comprendre. Innovons. Puis on va faire des erreurs, mais de toute façon, la nature aussi... On fait des erreurs, entre guillemets. On fait des tests. Monsieur. Et là, Bertrand, on remonte nos bretelles parce que là, tu attaques un autre volet. Des cultures qui sont naturelles, qui vont vers l'avenir, mais qui s'inspirent du passé. Le jardinage biodynamique. Le jardinage biodynamique. Et le jardinage biodynamique n'est pas si vieux que ça. Hein? Le jardinage biodynamique, c'était théorisé par Rudolf Steiner. Donc, qui était un adepte des sciences et des arts occultes. C'est très important de retenir ça, là, parce que vers 1920, c'est considéré aussi, comme encore aujourd'hui, comme une pseudo-science. Oui. OK? Mm-hmm. L'autre jour, mon fils, qui est ingénieur, m'appelle en disant « Hey, la biodynamie, c'est n'importe quoi. » Oui, pas tout à fait. C'est ça. Pas tout à fait. Parce qu'il y a des choses quand même que Steiner a mis en exergue qui sont utilisées aujourd'hui et qui sont efficaces. Tout si on enlève le côté occulte de la chose, OK? Oui. Bien quand on dit occulte, lui dit que la Lune a un effet, que les astres ont un effet. Et on ne peut pas dire le contraire. C'est ça qui est problématique, c'est qu'on n'a pas de preuves. On n'a pas... OK, je vais y revenir. On va y revenir. On continue. Donc, ce que dit Steiner, c'est que le développement des minéraux et du sol, des végétaux et des animaux sont des physiques ou biologiques, en plus des forces suprasensibles de nature éthérique, astrale et spirituelle. Okay. Donc, il dit oui, il y a des phénomènes physiques et biologiques, mais il y a aussi des forces suprasensibles, éthériques, astrales et trucs. Et c'est là où la science ordinaire décroche. À ses limites, mais c'est parce qu'elle a ses limites. Elle décroche parce qu'elle a ses limites et dit oui, mais non. OK? Donc,
lui attribue ça à ça, et c'est pour ça qu'on dit que c'est une pseudoscience, parce que les gens décrochent à partir de ce moment-là. Là, OK? Mais il y a des choses qu'il dit qui sont intéressantes quand même. Absolument. Puis plus on pousse la science, plus elle va dans l'infiniment petit, plus elle s'approche de tout ça. Et donc, ce qu'il dit en plus, c'est que tous ces éléments sont donc des associations complexes de forces cosmiques et de forces terrestres. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est Absolument. ça. Et c'est pour ça on croit à la biodynamique, on n'y croit pas parce qu'on n'arrive pas à définir, on n'a pas les preuves de ces forces cosmiques et terrestres. Ça pourrait venir, on ne sait jamais. Oui. Alors, bon, les objectifs. C'est quoi les objectifs de la biodynamie? C'est d'énergiser les plantes avec des purins et des thés obtenus par infusion, décoction, incinération. On va attirer les forces cosmiques à nous. Okay? C'est ce que Steiner dit. Mm-hmm. C'est ça qu'on n'arrive pas à prouver, à démontrer. Ce qu'il dit, c'est qu'en utilisant ces décoctions qu'on fait d'une certaine manière, à une certaine époque, dans certaines conditions, vont attirer les forces cosmiques. Donc, il y a aussi des composts préparés avec des plantes particulières. Au lieu de faire un compost global, on va faire un compost d'aquilée pour traiter des choses. On va faire des composts d'ortie. On va faire des composts spécifiques, de plantes spécifiques pour aller retirer justement ces forces cosmiques des plantes. Et puis, c'est une succession de travaux horticoles au rythme de la Lune, des planètes, des signes du zodiaque. Okay? Ça, pour beaucoup de personnes, c'est énigmatique, mais il y a une fascination. Puis pourquoi pas? Ben, c'est ça. Tu dis la Lune a une influence sur les marées. Si puis... on le met dans un terme de croyance, la biodynamie, puis qu'on se dit, OK, je vais utiliser ça parce que je pense que ça marche, c'est correct. Là. Puis que ça donne un moi, sens. J'ai pas de problème avec la biodynamie, là. Mais si ça fonctionne, ça, puis ça t'organise, pourquoi pas? Je veux dire, j'ai pas de problème, là. Mais ça peut donner un sens, puis ça peut donner un lien. Au-delà de toutes les preuves scientifiques, c'est ça. Un lien avec la nature supplémentaire. Tu dis, bon, je me fie à la Lune. Tu considères plus grand que ton petit lopin de terre. C'est très beau. C'est ça. C'est qu'on va garder... une des choses qu'on va garder de Steiner, OK, il y a deux choses en réalité, c'est les purins et les thés. Ça, aujourd'hui, on sait que ça fonctionne parce qu'on concentre les nutriments, on concentre les choses. Ça, on va l'avoir gardé, OK? On va avoir gardé cette partie-là. Puis, ce qu'on va avoir gardé de Steiner aussi, c'est cette approche holistique des choses. Cette vision globale du monde, au lieu de dire, on a une plante qui est supportée par le sol, puis en y mettant de l'engrais, on va développer la plante, puis on va obtenir des rendements, ce qui est la vision agronomique des choses. Aujourd'hui, on est dans une vision plus biologique, plus holistique, et Steiner va être un des premiers. Et il faut être intéressant de voir que Steiner arrive en 1920 à peu près au même moment où on a découvert le fameux procédé Haber-Bosch, qui est le procédé de la nitrification de l'ammoniac, où là, on rentre dans la science pure. Les produits chimiques, carrément. Et lui, il va dire non, on s'en va de l'autre côté. Alors, il y a une scission qui s'est faite là. Ce qu'a fait Steiner n'est pas totalement inutile. Il a apporté des éléments. La partie cosmique est peut-être la partie la plus controversée, mais à chacun de faire ce qu'il veut avec. Mais avant 1920, admettons que depuis que l'être humain cultive, il se fie aux astres, il se fiait aux astres, il se fiait à la Lune. On va y revenir sur la Lune. OK, alors bon. Alors, pourquoi c'est si peu populaire? D'abord, parce que c'est basé sur des croyances et que depuis le 19e siècle, on est dans la science. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Donc, il y a peu d'études qui ont été consacrées parce qu'à partir du moment où les scientifiques ont dit « Ah, c'est des croyances, on s'en fout », il y a peu d'études qui ont été faites. Ça demande beaucoup de connaissances techniques. Ça demande justement de connaître le zodiaque, connaître toutes ces choses-là. Ça demande beaucoup de connaissances techniques, ça demande beaucoup de suivi. Donc, c'est assez lourd à mettre en place. Là, okay? Je pourrais dire que les Chinois, ils avaient leur horoscope de culture. Oui, l'horoscope de culture. Tu vois? Et ça demande surtout, et peut-être c'est là où ça manque le plus, une grande ouverture d'esprit. Mais tu vois, il y a un réseau d'écoles, les écoles Rudolf Steiner à travers l'Occident. Puis il leur montre une façon aux enfants, une façon de voir autrement. C'est ça. Mais on n'est pas tout à fait là-dedans. Là, on est à l'heure du wokisme et de la réduction de la pensée. Là. C'est un esprit critique parce qu'on ne peut pas faire de la biodynamie sans faire de l'esprit critique. Là. Alors, est-ce que tu peux dire que ça fonctionne? Parce que tu t'interroges là-dessus depuis plusieurs années. Tu as fait des expériences. Trouves-tu que ça fonctionne? Pour l'aspect holistique et global, à l'échelle de l'unité familiale de la ferme, c'est reconnu aujourd'hui, oui, ça fonctionne. De plus en plus, ce qu'on se rend compte, c'est que chaque ferme est unique, chaque jardin est unique. Ça fonctionne. Puis les purins et les thés, je l'ai dit tout à l'heure, sans leur aspect ésotérique, ils sont reconnus aussi. Donc ça fonctionne. Effectivement, c'est intéressant dans ce sens-là.
Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, on reste, Bertrand, dans la biodynamie, puis on jardine avec la Lune. Moi, je trouve ça tellement beau. Je te dirais que la biodynamie a raccroché la Lune. Oui. La Lune a été raccrochée par la biodynamie parce que ce sont des très, très vieilles pratiques. Ben Beaucoup plus avant 1920, on les utilisait. Donc, c'est une approche qui parle des lunes en lune montante et en lune descendante. Mais moi, j'ai une théorie là-dessus, sur l'utilisation de la Lune. Je pense, d'après toutes les recherches que je l'ai lues, les lectures, pas des recherches que j'ai fait, les relectures, que la Lune était avant tout un repère naturel pour des jardiniers qui ne savaient pas lire et pas écrire. Et ça se défend très bien. Il faut penser, Ouais. on pense ça, là, puis j'ai un peu allumé, un peu beaucoup allumé quand j'ai lu l'histoire de la pomme de terre, où la pomme de terre, finalement, ce sont juste les gens riches qui vont lire ce qu'avait écrit Parmentier sur la pomme de terre en France, parce que les autres ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire. Jusqu'au 19e siècle, la majorité des paysans ne savaient pas lire. Et donc, le seul moyen pour eux de se raccrocher à quelque chose, ils avaient des calendriers, des almanachs, où est-ce qu'ils lisaient un petit peu, mais le moyen de se récupérer, la Lune était toujours constante. C'est un repère. C'est un repère constant. Cyclique, précis. Et Oui. donc, moi, je pense que ce jardinage avec la Lune, parce que tu dis que les Chinois en avaient, donc ça fait très longtemps, pour les gens qui ne savaient pas lire et écrire, c'était un bon système. On savait qu'à la 3e lune, on arrivait à telle période et telle période et que c'était... Alors maintenant, planter à lune montante, à lune descendante, c'est autre chose, là. Mais les repères de la Lune étaient effectivement importants, là. Ben, c'est comme le signal sur ton téléphone. Quand tu fais tes horaires de C'est semaine, ça. ça sonne. C'est ça. Mais la Lune, La Lune, c'était c'est ça. Mais oui. Très bonne analogie. Donc, moi, je pense qu'un savoir ancestral qui a été mis en connaissance ésotérique par Rudolf Steiner. Rudolf Steiner lui a donné une vision ésotérique en 1920, mais elle a été utilisée, la Lune, pendant très longtemps. Fait que tu sembles dire que c'est efficace, puis de plus en plus de personnes arrivent à ces Là, on a conclusions plusieurs par études. expérimentation. Au 20e siècle, on a eu plusieurs études. Ce qu'on sait, c'est que c'est des conséquences minimales sur la productivité. OK. OK? Ça a très peu d'effet sur la productivité. On parle de 1 à 2 % d'amélioration de la croissance. C'est relativement peu, mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que c'est toujours positif. Utilisez le calendrier lunaire, vous n'allez pas vous tromper, ça ne va pas être négatif, ça va toujours être positif, avec des bémols. Bon. Avec des bémols. Bon, ben aujourd'hui, la situation, est-ce qu'elle est différente? Ben oui, à cause des changements climatiques. Ah, pitié. Ben oui, à cause des changements climatiques. Le changement climatique change beaucoup de choses, là, parce qu'on a des hivers qui ne ressemblent plus à des hivers, on a des printemps qui ne ressemblent plus à des printemps, les printemps sont décalés. Alors oui, l'influence de la Lune, mais l'influence de l'homme sur la nature avec les changements climatiques, c'est beaucoup plus compliqué d'utiliser la Lune aujourd'hui et à cause de ça. Parce qu'on dit, il ne faut pas planter à la 2e, la 3e Lune. Là. Moi, je me suis jamais très fié à ça, mais moi, je préfère me fier à mon thermomètre dans le sol pour savoir quelle température il y a qu'autre chose. Là, pour faire tes plantations, ça demande tel degré de chaleur. Tu vas aller le chercher. Donc, aujourd'hui, ça n'aurait aucun avantage, mais ça ne mène à aucun échec. Non. Donc, si ça vous fait plaisir, faites-le. Mais ça donne un sens à ton jardinage et ça t'intègre à quelque chose de plus grand que toi. Ne serait-ce que ça, moi, je trouve ça magnifique.
Oui. Hein? Oui. On arrête là. Ah oui. Alors Bertrand, c'était audacieux. Hein? Ton balado était audacieux aujourd'hui. Puis je vous invite à suivre. Je vous invite, les gens qui nous écoutent, allez à la page Radio Légumes. Oui, faut avoir l'ouverture d'esprit. Oui, tout à fait. Alors, radiolégumes.com, vous cliquez sur Subscribe, puis vous avez les parutions, puis il y a des choses qui sont écrites là, sur le site. Beaucoup d'informations. C'est disponible 24 heures sur 24. Vous faites de l'insomnie, on le dit des fois, c'est drôle. Un gros merci à Gloco, qui est une de nos entreprises québécoises méconnues, Oui. mais qui est là depuis très longtemps. 100 Alors, ans. Gloco, 100 ans. Hey, on n'en entend presque pas parler. Ben non. Alors, ils sont derrière nous, c'est formidable. Merci beaucoup à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles, son frère, pour l'assistance technique. Bertrand Dumont, merci pour tes élucubrations de maraîcher. Et puis à vous, allez à vos potagers, puis à vos jardins d'hiver. Puis la nature, il n'y a que ça. Hein, Bertrand? À la prochaine. Bye. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.